Bon, le petit message que j'aurais, c'est de ne pas se concentrer sur eux au début, mais de se débrouiller pour se concentrer sur le client. Parce qu'il y a une chose que je m'avais dit à toutes mes équipes, c'est pas vous qui sortez l'argent. Et c'est pas parce que ça un truc te plaît, un truc te kiffe. Il s'agit pas de ce que tu kiffes. Je suis un peu contre le discours de fais ce que tu aimes. En fait, on n'est pas sur Internet. Enfin, on ne fait pas du business pour faire ce qu'on aime typiquement. Et tu peux avoir des valeurs auxquelles tu vas tenir. Mais en gros, de façon plus concrète, essayer d'identifier des problèmes réels. Donc, pas leurs problèmes. C'est pas parce que tu as envie de prendre du café que ton client a besoin de prendre du café. Donc, il faut te débrouiller pour identifier les vrais problèmes. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on reçoit Jars. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. On a une petite surprise pour vous. Vous pourrez tenter de gagner 100 euros. Jars, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Ok, salut Antoine. Alors, moi, c'est Jars. Je fais du SEO et de l'édition de sites, globalement. Ok, très brief, super, parfait, on peut enchaîner du coup. Justement, on va parler de l'enfance. Pour commencer, t'étais quel type de personne? Je dirais plutôt introverti quand je connais pas les gens et extraverti quand je connais les gens. Et plutôt curieux aussi. En gros, j'essaie de tout comprendre. Déjà, je viens d'un milieu où il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément vulgarisées. Donc, d'où moi je viens, tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, c'est des trucs qui sont un peu jugés à tort et tout. Du coup, il fallait être curieux pour s'y intéresser, curieux pour pouvoir faire carrière et contre et tout, parce que je n'ai pas vraiment étudié l'informatique. Moi, j'ai eu un cursus purement littéraire. Et j'ai fait de la philosophie et après de la psychologie. Mais bon, là, je fais de l'informatique. Donc, je dirais plutôt un peu introverti quand je connais pas les gens, extraverti et quand je suis à l'aise avec les gars, et puis curieux. Ok, ok. Ouais, c'est marrant que tu nous parles de curiosité. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit? En vrai, il y avait plein de choses. J'ai toujours voulu me lancer dans les sciences spatiales. J'ai toujours voulu être ingénieur spatial. Et pour la petite histoire, en 2019-2020, je devais poursuivre les études en ce sens-là, poursuivre les études au Japon en ce sens. Mais j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que mon rêve, en vrai, lorsque je m'intéressais au secteur spatial, c'était beaucoup plus pour pouvoir monter une agence spatiale en Afrique. Parce qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Et le secteur spatial, c'est un secteur qui est un peu dominé par un petit lot de grandes boîtes et tout. Donc, mais quand je me suis intéressé aux prédictions financières, en gros, quand j'ai essayé d'imaginer un peu ce que ça peut coûter au fait, un petit satellite, tout ce qui va avec et tout, j'ai rapidement laissé tomber. Je me suis rendu compte qu'au fait, en devenant ingénieur, je devenais juste un mécanicien, quoi. Donc, je ne serais pas en mesure de me réaliser. Donc, j'aurais peut-être la compétence technique, mais je n'aurais pas la capacité financière, la capacité sociale, économique, tout ce qui va avec pour déployer un projet pareil. Donc, c'est là que j'ai laissé tomber tout ce qui est sciences spatiales et tout. Enfin, je n'ai pas laissé tomber, c'est quelque part dans ma tête, mais pour le moment, c'est passé un peu à autre chose, quoi. Ok, bon, on reviendra sur ce passage un petit peu tout à l'heure, je pense. Et est-ce que tu as un souvenir de ton adolescence qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue maintenant? Je dirais, oui, c'est possible. Euh, il faut dire que peut-être en 2016, j'utilisais les téléphones comme tout le monde. Les Android sortaient en ce moment-là, enfin chez nous. Et il y avait les petits téléphones. Je ne savais pas d'où venaient les applications. Donc, à chaque fois, au fait, je partais globalement sur le site du zéro, je pense. Et avant, c'est Open Classroom qui s'appelait le site du zéro. Donc, j'essayais de voir concrètement tout ce qui entre en jeu pour que ça puisse, pour qu'on puisse avoir une application. Donc, je me souviens, je partais dans un hôtel de la place. Je prenais du café, du croissant et je profitais pour squatter au fait le Wi-Fi toute la journée pratiquement, juste pour pouvoir développer, enfin pour comprendre déjà ce qui se passait pour qu'on puisse avoir des jeux vidéo sur les téléphones et tout. Et là, je m'étais promis que bah, je ne connais personne au fait de mon milieu qui faisait ces choses, qui développait des applications, enfin, qui développait quand même des choses qu'on pouvait retrouver sur le téléphone. Et je m'étais dit, bon, ok, je serai cette personne-là, je vais aussi en développer, donc c'est tout. Mais après, il y a d'autres histoires qui m'ont marqué plutôt au niveau de mes passions. Je fais de la musique, je fais de la guitare et je chante aussi. Du coup, il y a des aventures en ce sens. Et après, j'ai eu un cursus scolaire assez particulier
tout ça, tout ça. Donc, il y a plein de choses à rencontrer, mais globalement, c'est un peu ça. Ok. Et quand tu parles des Android, c'est un petit peu ce qui t'a permis de te lancer dans le développement. Ça t'a fait un peu un déclic. Ouais, exactement, exactement. Au fait, le déclic, c'était là. Le déclic, c'était beaucoup plus en gros, comment ça se passe, et pourquoi est-ce qu'on a des applications. Et donc, et c'est tout. Après, je me suis initié à l'informatique en 2013. Je me souviens, il y avait un monsieur qui faisait... Enfin, chez nous, au fait, lorsqu'on parle d'informatique, les gens limitent souvent à la saisie, hein. Saisie d'un test basique, quoi. Microsoft, ou tout ce qui va avec. Donc, il y avait un monsieur qui avait un ordinateur. Je comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait saisir les choses. Du coup, ma curiosité me poussait à aller chez lui tout le temps. Il me remettait des tests qu'il devait saisir pour ses clients. Moi, je les saisissais juste pour m'amuser. Donc, j'ai découvert des trucs comme Encarta. Je ne sais pas si vous avez connu Encarta. C'était un logiciel un peu comme un Internet façon. L'encyclo... Voilà, une C'est encyclopédie dans le temps. l'encyclopédie. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, c'est tout. Donc, le déclic, c'est venu petitement, c'est venu petitement. Mais il faut dire que je voulais surtout me rendre utile. Et je me suis rendu compte qu'au fait, qu'avec l'Internet, je pouvais au fait arriver à me rendre utile. Et puis, c'est tout. Pour finir sur quelque chose d'un peu plus drôle, est-ce que tu auras une bêtise à nous partager que tu as fait adolescent? Des bêtises, euh, j'en ai pas d'énormément, hein, j'en ai pas d'énormément. Je suis plutôt un peu dans les règles en soi. Mais comme bêtise, bon, puisqu'on est en train de parler de tech, il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas forcément propres en soi. Moi, j'avais pas de connexion Internet. Enfin, la connexion Internet, en ce temps-là, c'était quelque chose qui pouvait être très, très coûteux. Et puis, c'est pas comme si tu pouvais l'avoir depuis chez toi et tout. Donc, je pouvais, par exemple, aller squatter, mais aller essayer de trouver, en fait, les codes de Wi-Fi des voisins ou bien les codes de Wi-Fi des hôtels de la ville, des choses du genre. Donc, ça, c'est des choses que je faisais quand j'étais gamin. Ou bien partir au cyber et rester au cyber, être le premier à venir au cyber, le dernier à quitter. Ou bien, il y a une chose que j'ai faite et qui m'a propulsé, enfin, qui m'a amené, au fait, à développer le premier produit sur lequel j'ai travaillé. C'est que j'avais suivi une formation en design et je ne savais pas comment monétiser la formation. Donc, j'ai pris un papier. En ce temps, j'avais pas de moyens nécessaires et tout. Donc, j'ai pris un papier et un stylo. Je suis rentré dans la ville. Je suis parti voir les restaurants et les établissements de la ville et je partais les voir. Bonjour, que vous avez une atelier de coiffure. Bah, moi, je vais vous faire une affiche que vous allez imprimer et mettre devant votre truc là. Donc, il y en a qui me chassaient systématiquement parce que c'était une période où chez nous, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épisode des brouteurs. Du coup, les gars, au fait, voilà, qui vont sur Internet et qui font n'importe quoi. Donc, rapidement, tu es confondu, au fait. Chaque fois que je partais vers quelqu'un, juste pour prospecter, en fait, moi, je ne savais pas prospecter. Je voulais juste me rendre utile, trouver un gars qui avait besoin d'une affiche, lui faire une affiche et être payé peut-être à 2 euros. Je m'en foutais, mais au fait, je voulais juste, au fait, gagner mes premiers euros. Donc, je partais vers les gars et après, il y en a qui me rabrouaient. Et parfois, ça pouvait rapidement virer à la violence et tout, mais bon. Donc, voilà, c'est des petits Ah trucs oui, du genre. à ce Après point-là, ça, il n'y ouais. a pas de bêtises et assez énorme. Ok, ouais, merci pour cette réponse. Et là, t'as quel âge actuellement, si c'est pas indiscret? Là, j'en ai 24. Ok. Donc je demande cette question pour voir comment tu t'es lancé sur le web. En gros, est-ce que tu as fait des études littéraires, c'est ça? Ouais, j'ai fait des études littéraires. J'ai fait des études littéraires et je vais peut-être dire quelque chose que j'ai jamais dit, ni sur Twitter, ni sur YouTube. En vrai, j'ai été au séminaire. Je sais pas si vous connaissez. Le séminaire, en gros, c'est une maison où vous devez devenir prêtre, en fait. Du coup, j'ai été au séminaire et j'ai fait 7 ans au séminaire. Et donc, j'ai eu un cursus littéraire là-bas, une bonne base littéraire. Après, je fais de la philosophie, de la psychologie et c'est tout. Ok, d'accord, ouais, bah, merci. Et après, comment t'es arrivé à te lancer sur le web, le SEO et jusqu'à maintenant, en gros? Qu'est-ce qui s'est passé de la fin de ton école, ouais, jusqu'à maintenant? Bon, déjà, c'était pendant que j'étais lié à l'école. Déjà, pendant que j'étais déjà en troisième seconde, j'avais un ordinateur. J'avais un ami qui m'avait offert un ordinateur dans le temps et je voulais en tirer profit. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a la curiosité d'aller voir, d'aller étudier du Java en ligne, tout ce qui va avec et tout. Ça m'avait fait découvrir qu'il y avait un monde qui s'appelait le développement. Donc, j'avais commencé par du dev full stack. Donc, HTML, CSS, PHP, tout ce qu'on pouvait apprendre sur les bords, sur Internet et tout. Et ce qui est marrant, moi, je n'avais pas forcément accès à la connexion ou bien au PC, tout ce qui va avec. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand je partais au cyber, je faisais CTRL S, j'enregistrais toute la page comme un PDF et je rentrais à la maison pour décortiquer la page. Donc, en fait, j'ai appris plein de trucs sur papier comme ça et tout. Donc, je me suis lancé sur Internet activement courant 2016-2017 avec la prestation de services sur des plateformes comme 5 euros dans le temps.
Après, j'ai découvert le SEO dans une agence avec Cédric Loni, qui est sur Twitter, et qui a une agence dans l'île de la Réunion. Donc, il me confiait des missions comme le Ninja Linking, tout ce qui va avec et tout. Donc, j'ai commencé par là. Après, j'ai suivi la formation Black Hat Money de Romain Pirotte. Et là, j'ai commencé le SEO, donc, à vrai parler par le Black Hat, en faisant plein de sites. Là, je m'étais donné des objectifs de un site par jour. Je le faisais, mais c'était compliqué à maintenir. Donc, je suis passé à un site par semaine. Ainsi de suite. J'en ai quand même énormément édité. Après, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et en 2020, j'étais en vacances quelque part au Togo, un pays qui est chez nous ici. Et puis, je reçois une alerte de Next Level Link. Enfin, j'avais des sites chez Next Level Link et tout. Donc, Next Level Link, qui est une plateforme d'édition de vente de liens, qui me disait que bah, quelques-uns de mes sites étaient down. Donc, je vais voir les sites et effectivement, les sites étaient down. Et je m'étais rendu compte que j'avais subi au fait un hack japonais. Donc, le problème est que je n'ai pas essayé de résoudre le problème, j'ai pas essayé de voir d'où venaient les backdoors, d'où venait le problème. Donc, j'ai simplement restauré au fait avec Odo Switch. On a une possibilité de restaurer un site à une date précise. Sauf qu'en le faisant, j'ai toujours laissé au fait les backdoors. Donc, j'ai toujours laissé au fait le virus, tout ce qui infectait le serveur. Donc, moi, je suis resté en vacances. Et du retour des vacances, je me rends compte que j'ai perdu tous mes sites parce que tous les sites sont dans de la CEP. Il n'y a plus qu'un qui était positionné. Et même l'interface graphique des sites, tout était mort. Il fallait retrouver tous les sites. L'erreur que j'avais commise au fait, c'est que j'ai mis tous les sites sur le même serveur de Switch. Et j'avais plein de sites au fait. Je les ai tous mis sur le même serveur de Switch. Et donc, je pense qu'un site a été infesté. Et ça a infecté tout le lot. Et puis bon, c'est tout. Donc là, j'ai tout perdu. Et puisque j'avais tout perdu, c'est même ce qui a donné un peu la suite logique à tout ce que je fais aujourd'hui. En ce moment-là, j'avais une équipe de rédacteurs. Lorsque je faisais de l'édition et tout, j'avais une équipe de rédacteurs. Et maintenant que j'ai tout perdu à moi-même pour mes sites, je ne pouvais pas, au fait, enfin, je me demandais comment est-ce que j'allais gérer, au fait, les rédacteurs. Parce que c'était quand même des pères de famille, c'est des personnes qui ont ces responsabilités. Et ce que je leur payais à la fin du mois, c'était quand même, enfin, ça leur permettait quand même de joindre les deux bouts, comme on le dit chez nous et tout. Donc là, je me suis dit, OK, j'allais proposer le service, enfin, les compétences de rédaction de mon équipe à quelques personnes qui font du SEO. Donc, j'en ai proposé sur Facebook, sur Twitter. Et les gens les ont testés, ils ont vu que c'était globalement OK, et que le niveau était. Donc là, j'ai dit, bah, il n'y a pas de problème. S'ils ont le niveau, bah, je vais monter un service de rédaction alors. Mais même s'ils ne parvenaient pas à travailler pour moi, parce que moi, j'avais plus de sites qui étaient en ligne tout de suite, il n'y avait plus de commandes, de vente de liens, tout ça, ils allaient quand même travailler pour d'autres personnes en prenant par moi. Donc, c'est là que j'ai monté le premier service, testforce.com et tout. Et puis, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais globalement, c'est comme ça que j'ai lancé le service. Et puis, c'est tout. Ok, ouais. Donc de 2020 à 2024, tu as développé ce service, plus PBN peut-être aussi. Ouais, PBN Force, de 2020 à 2024, j'ai fait plein de trucs, mais essentiellement, j'ai lancé plein de trucs. J'ai lancé un réseau social de chez moi, qui a eu son petit succès, mais que j'ai jamais pu monétiser. Donc, j'ai laissé tomber finalement. J'avais développé des bots basés sur du deep learning où on enseignait le Fongbe. Le Fongbe, c'est une langue locale chez nous. C'est un peu comme une langue vernaculaire chez nous et tout. C'est la langue la plus parlée au Bénin et tout. Donc, j'avais développé une IA qui permettait d'enseigner le Fongbe de façon écrite à ceux qui étaient à l'extérieur et qui voulaient au fait s'exprimer, mais qui ne comprenaient pas le Fongbe, mais qui avaient des parents qui sont béninois. J'ai développé des choses du genre, a développé une marketplace et de petits outils, et ça, c'est tout. Mais bon, globalement, les produits sur lesquels les produits dont je parle le mieux globalement sur Internet, c'est la plateforme de rédaction là, TestForce. Et puis après, un autre service de PBN, et Private Blog Network, qui est PBN Force, qui est venu récemment. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Un an après TestForce, je me suis rendu compte que j'avais toujours du temps. TestForce a assez grandi, j'ai pris le temps d'autonomiser un peu le processus. Donc là-bas, il y a chaque cellule qui était autonome. Lorsqu'un client passait commande, on n'avait pas besoin de moi pour lui livrer un service de qualité. Et on n'avait plus besoin de moi pour aller chercher les clients parce que j'avais mis en place une équipe d'acquisition. On fait tout, hein, de la com sur Twitter, de la prospection par mail, LinkedIn, tout ce qui va avec le tout. Donc j'ai vu que le service était autonomisé, donc je n'ai plus forcément besoin d'être là. Donc après, lors d'un voyage, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la CAN en Côte d'Ivoire et tout, je me suis rendu compte bah, que je pouvais en fait relancer un service que je faisais personnellement comme prestataire, lancer les PBN. Donc je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau parce que je ne suis pas le premier à lancer ce service-là. Et je me suis dit, bah, OK, on va essayer de faire des sites qui sont très propres,
des sites qui battent totalement, en fait, qui sont de vrais sites, en fait. De vrais sites, pas des sites montés à la va-vite pour disparaître, mais de vrais sites. On prend le temps de faire un design qui est soigné, une architecture qui est très bien soignée, le site qui est optimisé pour le SEO, qui est sécurisé, toutes les erreurs que j'ai faites, on a pris le temps de les éviter. Donc, ça m'a pris pratiquement 2 mois, 2 à 3 mois pour mettre en place un processus et mettre en place les bases au fait de ce service-là. Donc, je l'ai fait tester par quelques personnes. Ils ont apprécié le service et c'est fini. On a lancé sur Twitter. C'est un service qui a très, très vite pris parce que là, on est sur du volume. On est sur du volume et aujourd'hui, cette boîte emploie pratiquement une cinquantaine de personnes et on délivre 2000 sites par mois. Et dans les prévisions, si tout va bien, on est en train de tout faire pour pouvoir atteindre le palier des 3, 4, 5 000 sites avant 2025. Donc, je pense que ça, c'est une boîte qui est en pleine croissance. Il y a plein de services qu'on édite à côté, mais globalement, en fait, c'est les deux services clés sur lesquels j'interviens. Ok, ok. Bon, avant de laisser la parole à Antoine, si tu veux donner un petit code promo, par exemple, pour l'un des deux services, tu peux. Je Oui, il n'y a sais pas pas de si tu en problème. as Je ou peux pas. filer un code promo de 20% à tous ceux qui suivront. Il n'y a pas de problème. Bah, vas-y, si tu veux, maintenant, ou on le mettra en description, comme tu veux. Yes, 5 sur 5. Dès qu'on finit le recording, je pourrai le balancer. Il n'y a pas de problème pour ça. Ok, bah on mettra ça en description alors pour les personnes intéressées qui veulent tester le service. Carrément. Pour ceux qui connaîtraient vraiment pas ce monde-là, est-ce que tu peux expliquer le mot PBN, mais de manière très simple? Ouais, je veux le faire parce qu'on a plein de clients en fait qui comprennent pas forcément. Donc, j'ai pris l'habitude de l'expliquer. Alors, je vais faire très simple. Déjà, je suppose qu'on a un site qui parle de football. Et pour qu'un site te référence, globalement, il y a trois choses qui doivent entrer en jeu. Il faut que le site soit techniquement bien. Donc, le site doit être rapide lorsqu'on y va. Et le site doit pouvoir s'adapter au téléphone, tout ce qui va avec. Après, le second niveau, ça va être le contenu, ce que le site dit de lui-même. Comment est-ce que le site aborde la thématique de football à sa manière pour pouvoir étayer puis crédibiliser son expertise. Et après, une dernière chose, un dernier critère qui entre en jeu pour pouvoir dispatcher les choses, ça va être l'autorité du site. En gros, maintenant que le site parle de lui-même avec ses contenus, qu'est-ce qu'on dit de lui sur Internet? Donc, qu'est-ce que les autres sites Internet disent de lui? Donc, pour ça, il y a le concept qu'on appelle en SEO les backlinks, donc le netlinking. Le fait que d'autres sites vont parler de votre site pour dire, OK, ça, c'est un site qui parle de football, ça, c'est un site qui parle des meilleurs joueurs, ça, c'est un site qui parle de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la base en SEO. Donc, les trois piliers du SEO, la technique, le contenu et puis l'autorité. Les PBN, c'est un anglicisme qui veut dire Private Blog Network, donc réseau de sites privés. Alors, pour pouvoir faire parler de vous sur Internet, je pense qu'il y a globalement 3 à 4 possibilités. La première possibilité est que vous soyez tellement bon et que votre titre soit tellement utile pour les gens que naturellement, lorsque quelqu'un se lance avec son blog, la personne se sent dans l'obligation de parler de vous. Ce qui arrive très rarement dans les faits parce que il y a des milliers de sites Internet qui parlent de football. Donc, très peu de personnes auront le temps de parler de vous. La seconde possibilité, ça pourrait être par exemple d'aller payer les gens qui vont parler de vous. Donc, de payer des backlinks. Donc, de payer les gens pour faire du netlinking vers vous et tout. Et une autre des possibilités qui existent et qui s'est révélée très efficace, ce serait au fait vous-même, puisque vous n'avez peut-être pas le budget pour payer, par exemple, assez de personnes pour parler de vous efficacement, vous décidez de monter vous-même vos propres sites pour parler de vous. Donc, vous décidez de monter un réseau de sites autour de votre site principal pour parler de vous. Donc là, vous pouvez dire, OK, là, moi, je vais en monter 10. Je monte 10 sites que je vais structurer de telle manière. Et ce site va parler de football, mais pas de la même manière que l'autre. Donc ici, je vais parler de l'équipement qu'il faut pour de footballeurs. De là-bas, je vais parler des meilleurs footballeurs qu'on a connus depuis l'histoire du football. Là-bas, je vais parler des meilleurs tournois, là-bas, bref, des meilleures récompenses, tout ce que je veux. Donc, chaque site va aborder, au fait, la thématique du football d'une manière spécifique. Et je vais pouvoir décider dans ma stratégie, dans mon process, du moment où je vais faire de lien. Donc, je vais parler de mon site final. Donc, globalement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, c'est ça un peu le private blog network. Et ça, le PBN, tout ce qui est autour. Merci à toi pour cette explication. Ouais. Je ne sais pas s'il a été clair, mais Et- globalement, en fait, c'est la seule manière que j'ai trouvé, en fait, pour expliquer aux gens ce que c'est que le PBN et tout. Je ne sais pas s'il a été clair. Et il m'a dit, tu penses qu'il a été clair? Ouais, bah moi après je connais donc c'est plus à Anton qu'il faut que tu demandes. Ouais. Moi Bon, c'est un Antoine, truc est-ce que, que est-ce je que tu as comprends bien. compris? Est-ce que... C'est plus clair et justement pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter si vous n'avez pas compris un certain point. On pourra justement tenter de vous réexpliquer. Pour parler actuellement de ton business, est-ce que tu as un objectif à court terme précis? Ouais, on a des objectifs à court terme. Ça va être déjà, par exemple, au niveau de PBN Force, pouvoir dépasser notre volume. Là, je vous ai dit qu'on est sur du 2000 sites par mois.
2000 sites par mois, c'est qu'il faut un certain nombre de personnes pour le faire. Et là, on veut juste atteindre le palier suivant, ça va être 3000 sites. Maintenant, moi, mes objectifs, mon court terme, ça va être pouvoir grossir PBNforce et TestForce. Chez TestForce, on a un petit souci, c'est le taux de churn. En gros, tu as plein de gars qui viennent, aussi tu as plein de gars qui partent. Il y a plein de gars qui viennent tester, qui viennent tester par exemple nos offres de Google Discover, mais il y a aussi plein de gars qui partent simplement parce que avec les mises à jour de Google, là actuellement même il y a une mise à jour qui est en cours, donc il y a plein de sites qui se pètent la gueule. On a des fois où en fait on a de gros clients qui peuvent partir. Au même moment on a de gros clients qui viennent, donc en fait pouvoir trouver le process pour qu'il y ait quand même enfin, autant de personnes qui viennent, même s'il y a autant de personnes qui partent, tout ce qui va avec. Donc, chez PBNforce, le challenge, c'est de faire l'essentiel pour diversifier les sources d'acquisition de clients. Ça va être, par exemple, pouvoir faire de la prospection, aller sur LinkedIn, faire de la prospection par mail, tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est les objectifs qui sont là, juste pour le coup de thème. Ok. Et justement pour le futur et parler peut-être même d'un autre projet, un autre business, t'as des idées, t'as envie de faire quelque chose d'autre? Ouais, j'ai envie de me lancer dans le SaaS. Enfin, je suis déjà dans le SaaS. On a des outils qu'on édite en Afrique, ici. On a des SaaS, des CRM, des petits IA qu'on édite ici, dans certains pays de l'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Mais je veux, au fait, aller beaucoup plus à grande échelle, au fait. Je veux pouvoir développer des solutions avec mon équipe, qui vont pouvoir servir des niches spécifiques, mais à l'échelle mondiale. Donc, là, j'ai dans la visée, par exemple, la niche e-commerce. On développe des trucs, des plugins, des extensions Shopify, enfin des applications Shopify, des extensions WooCommerce et tout. Mais juste là, on n'a pas encore un winner, c'est-à-dire on n'a pas encore un produit au fait qui répond vraiment à un besoin précis des gens et qui soit utilisé par plein de personnes. Donc l'objectif tous les jours, c'est de pouvoir identifier un pain point là, un produit qui résout un vrai problème, pas qui résout mon problème, mais qui résout un vrai problème. Et c'est aussi ça qui fait que je voyage beaucoup, juste pour aller à la rencontre des gens, voir des gars qui sont dans le secteur et voir si je peux apporter quelque chose à ça. Globalement, ça, c'est l'objectif sur le long terme. C'est un truc qui me tient énormément à cœur parce que je pense que le SaaS, c'est l'un des écosystèmes où tu peux vraiment délivrer de la valeur à très grande échelle. Prestation de service, c'est cool, mais c'est toujours quand même assez limité. Le SaaS, au fait, tu peux atteindre rapidement, enfin, pas si rapidement que ça, mais quand même, tu peux finir par atteindre, au fait, un grand nombre de personnes, tout ce qui va avec. Et en termes de business, ça peut être cool. En prestation, par exemple, bon, je ne vais pas forcément donner des chiffres précis, mais en gros, en prestation, tu peux te faire like 20, 30, 50 et tout. Bon, je vais commencer par le plus simple, 10 000 par exemple, 10 000 euros par mois et tout. Mais quand tu te fais 10 000 euros par mois et que tu as une équipe, c'est que les 10 000 euros ne t'appartiennent pas. Parce que quand tu as une grosse équipe, tu vas devoir investir dans l'équipe, tout ce qui va avec. En SaaS, si tu es solopreneur, mais si tu es indien, que ça peut ne pas être forcément le cas. Donc, mais quand même, ce que je fais aujourd'hui, j'aime bien aussi ce petit côté création d'emploi. Parce qu'avant, quand je faisais de l'édition de site, je suis seul. Je pouvais me faire, enfin, je me faisais quand même suffisamment de sous pour pouvoir être libre géographiquement, faire tout ce que je veux et tout. Mais quand même, je n'avais pas vraiment cette affaire cet aspect création de valeur et création de richesse. Aujourd'hui, je suis moins libre qu'avant. Moins libre parce qu'il faut être là tout le temps pour l'école et avec les clients, tout le temps, tous les jours et tout. Mais quand même, je me sens beaucoup plus utile parce qu'il y a plein de personnes, il y a quand même une centaine de personnes avec qui on travaille tous les jours et qui, d'une manière ou d'une autre, vivent de nos services. Donc, en fait, je me sens plus utile qu'avant. Mais par la suite, je pense bien revenir dans le monde du soloprenariat, peut-être lancer des SaaS pour avoir plus de temps pour moi, tout ce qui va avec. Sans être égoïste, bien sûr. Ouais, mais c'est une belle victoire en tout cas d'avoir autant de personnes qui bossent pour toi. Ouais, de loin, ça a l'air beau, mais en vrai, dans les faits, c'est pas de la joie. Hein. De loin, en fait. Tous les jours, tous les jours, ce que j'essaie de faire, c'est d'optimiser chaque clic. En gros, par exemple, à nos développeurs, je dis, OK, ce que vous faisiez qui vous prenait 10 heures, il faut que ça vous prenne 5 heures. Et maintenant, si ça vous prend 5 heures, il faut que dans 2 mois, ça vous prenne 2 heures. Et après, 1 heure et 30 minutes. Donc, tout faire pour optimiser tous les clics. En gros, un clic de trop, chez moi, c'est vraiment un clic de trop. Un truc que tu dois faire, si tu dois ouvrir la page dans un nouvel onglet et que tu restes sur la même page pour le faire, ça peut juste être un truc sur lequel on ne va pas s'entendre. Donc, tout faire pour optimiser les clics. Mais quoi que tu fasses, ça demeure des humains. Les humains, on est tous faillibles et tout. Donc, c'est pas si simple, mais globalement, c'est épanouissant. Je pense que je travaille globalement avec des gars qui sont assez consciencieux, en fait, qui ont la même dalle que moi. Et cette dalle, c'est de se rendre utile,
de se faire de l'argent éthiquement, sans forcément aller dans les business qui veulent tout et rien dire et tout. Du coup, globalement, je pense que ça va. Et j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube, là, je crois que tu as une vidéo dessus. C'est quelque chose que tu vas développer un peu plus, parce que là, j'ai vu que c'est ta première vidéo, c'est vraiment quelque chose que tu veux mettre en avant. Ouais, j'en ai déjà mis, j'ai mis une seconde vidéo hier. Et hier, j'ai parlé des bases du SEO. Alors, la chaîne YouTube, l'objectif, c'est de pouvoir, c'est toujours dans un objectif de vulgarisation du SEO, hein, pouvoir expliquer ce qu'on fait là et à ceux qui veulent comprendre, mais de façon très simple. Là, je me suis mis dans un challenge que j'ai nommé SEO sans blabla. Alors, la chaîne YouTube s'inscrit toujours dans un objectif de vulgarisation du SEO, pour pouvoir expliquer le SEO aux gens qui n'y comprennent absolument rien du tout, mais sans blabla, quoi. Donc, pas utiliser trop de mots techniques. Ouais, l'explication que j'ai donnée lorsque je parlais des PBN, c'est des choses comme ça que je fais de l'autre côté. Donc, j'ai mis une seconde vidéo en ligne hier, et le 21 et tout. Donc, j'ai mis une seconde vidéo. L'objectif, c'est vraiment pouvoir tenir. Lorsque je me lançais, je me disais que j'allais faire 2 vidéos par semaine. Mais tout de suite, ça m'a rattrapé. Je me suis rendu compte que la première vidéo m'a pris une journée, donc je ne pouvais pas me permettre en fait, de faire 2 vidéos par semaine, puisque pour le moment, j'ai pas d'équipe qui fait quoi que ce soit. Donc là, je vais en faire une vidéo par semaine et être le plus simple et le plus simple, le plus crédible, le plus authentique possible, sans forcément employer de gros mots techniques. Le plus simple, vraiment, quoi. La cible ici, c'est plus ceux qui vont débuter en SEO. Et ceux qui, comme moi par le passé, n'ont pas forcément beaucoup de ressources pour pouvoir s'y lancer. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés pour me lancer en SEO parce qu'il fallait rassembler assez de sous pour acheter certaines formations qui sont quand même globalement coûteuses, parce que le truc est que moi, tous mes achats, tout ce que je fais, c'est en euros, alors que la monnaie que l'on utilise, c'est du franc CFA, qui est très faible à côté de l'euro. Donc, juste par exemple, une formation qui coûte 1 700 ou 2 000 euros, ça peut ne pas forcément être grand-chose, mais converti chez moi, et ça fait plusieurs millions. Ouais. Donc, en fait, rapidement, ça peut devenir. Donc, en fait, pouvoir offrir, en fait, à ceux qui sont peut-être dans ce cas-là et qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir découvrir l'IA, SEO. Maintenant, après, s'ils veulent se professionnaliser, s'expertiser, ça leur revient. Et aussi pouvoir aider les PME. Donc, ça, c'est plus volet prospection, hein. Les PME, tous ceux qui se lancent et qui ont des petites moyennes entreprises, en fait, qui veulent découvrir ce que c'est ou bien optimiser leur petit site. Puisque moi, j'ai du volume en termes de ressources. J'ai plein de gars qui travaillent pour nous, enfin avec nous. J'aime pas employer le terme employeur parce que bon, je parle plutôt de collaborateurs. Donc, j'ai plein de collaborateurs avec qui on travaille et tout. Et ici, on a une grande capacité de mobilisation de ressources. En gros, si demain, par exemple, je tombe sur un projet, comme il est arrivé, où on a besoin de rassembler 20 gars en présentiel, bah, je rassemble 20 gars. C'est pas si compliqué que ça, parce que c'est des gars avec qui j'ai grandi, c'est des gars qui me connaissent, et c'est des gars qui ont globalement confiance parce qu'ils savent que jamais je ne vais oser, au fait, leur jouer de sale tout et tout. Je suis super réglo avec eux tous, donc c'est simple. C'est globalement simple, en fait, de rassembler de ressources. Donc, puisque moi, j'ai un objectif de pouvoir rassembler des ressources, et sur YouTube, je parle de tout ce que je fais globalement de façon très simple. Et si éventuellement il y a des gars qui ont des besoins, des besoins auxquels on peut répondre, on y répond simplement. Ouais, bien sûr. Et tu parlais de quand que tu avais acheté une formation et que c'était un certain coût. C'est combien le salaire minimum où tu habites du coup? Bon, le salaire minimum où j'habite, c'est très bas, hein. Le SMIC, on est à du 100 euros pratiquement, hein. Le SMIC, on est à du 100 euros. Par contre, il y a un petit cliché sur le Bénin. En gros, de loin, on peut penser que le Bénin, ça allait être très moins cher. Si tu veux vivre très simplement et très basiquement, ça peut être très moins cher. Mais si tu veux vraiment vivre et kiffer la vie, comme on le dit, en gros, tu vas devoir dévaler quand même un certain montant pour pouvoir t'en sortir. Parce qu'il y a l'immobilier qui devient de plus en plus cher, parce qu'il y a plein de personnes qui veulent visiter le pays. Je vous invite à y venir si vous voulez. Et donc, il y a moins en moins de place pour l'immobilier. La restauration, il y a beaucoup de mecs qui deviennent de plus en plus chers. Et le déplacement, avant, il n'y avait pas de VTC. Avant, il y avait des systèmes qu'on appelle les émigrants chez nous. En gros, les émigrants, c'est des personnes c'est des personnes qui ont des motos, des petites ou des grandes motos, qui vont vous prendre au fait. Donc, c'est très moins coûteux les émigrants. Mais de plus en plus, il y a des VTC qui doivent coûter ce qui doivent coûter, parce que c'est des véhicules et tout. Donc, le salaire minimum, c'est 52 000 francs CFA, donc pratiquement 100 euros. Mais globalement, il en faut plus si tu veux vraiment vivre. En vrai, je connais très peu de personnes qui parviennent à faire quelque chose avec ce montant-là. Ouais, bien sûr. Et en gros, nous en France, c'est 1 300 ou 1 400 le SMIC. Et en gros, la vie, elle est pas 14 fois moins chère chez vous. Donc, c'est pour ça que c'est ça que tu voulais mettre en avant, je pense. Est-ce que tu aurais des chaînes à nous partager, des chaînes YouTube? Quelque chose, des chaînes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Oui, bon, la première personne que j'ai tout le temps suivie pour du SEO, c'est Romain Pirotte. Après, après Romain Pirotte, il y a le podcast de Wiza aussi, que je suis normalement.
Et il y a d'autres gars qui font de bonnes choses. Léo Poitvin, qui est très technique et que j'apprécie beaucoup parce que lui, au fait, il s'en compte pas. Il s'embrouille pas, il cherche pas à faire forcément des montages qui sont fous. Là, c'était l'une de mes inspirations quand je me lançais sur YouTube parce que je m'étais dit, bah, ok, il faut que j'ai un matos de dingue, il faut que j'ai un arrière-plan propre, il faut que j'ai tout ça, ok, mais avoir Léo qui se lève simplement et qui allume sa caméra et qui balance la vidéo qu'il veut, je me suis dit, bah, ok, je vais faire comme Léo. Donc après, il y a Paul Yvonne aussi. Du côté de SaaS, il y a des personnes, bon, je sais pas, il y a par exemple Peter Levels, c'est un Américain. C'est un gars dont je m'inspire beaucoup. C'est un gars qui développe plein de trucs. En fait, c'est des gars qui n'ont pas peur d'échouer. C'est quelque chose que j'aime chez eux. Ils ne lancent pas un produit pour réussir typiquement, mais juste pour résoudre un problème. Et quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils n'ont pas du mal au fait à revenir à la charge. Donc il y a Peter Levels, il y a, comment on dit, et Mac Lou, voilà, Mac Louvio, mais Mac Lou caché dedans. Enfin, sur Twitter, c'est Mac Lou, mais je pense que sur YouTube, ça doit être Mac Louvion caché dedans. Lui, c'est un Français qui est expatrié, je pense, à Bali, et qui a des SaaS, Shipfast, qui est son plus gros SaaS. Et je pense que en termes de MRR, il fait quand même des chiffres très, très intéressants. Et donc, c'est des personnes que je prends du plaisir à écouter globalement. Ouais, merci en tout cas, moi on ira voir de notre côté les chaînes que nous a partagées pour celles qu'on ne connaît pas. Et est-ce que tu as un livre qui t'a marqué dans des lectures? Ouais, il y a un livre qui m'a totalement transformé. Et il s'appelle Le mythe de l'entrepreneur. Pourquoi les petites entreprises échouent. Je pense, il s'appelle Marc Scheber, quelque chose du genre. Et je vais vérifier pour être sûr. Mais en gros, en fait, c'est un livre qui explique concrètement, en fait, pourquoi est-ce que vous allez échouer. Enfin, pourquoi est-ce que vous allez très certainement échouer lorsque vous ne comprenez pas certaines choses. Il y a un petit concept que j'ai retenu du livre, c'est que le livre parle du technicien, du manager et de l'entrepreneur. Et dans l'explication de Mac, il disait qu'au fait, très souvent, par exemple, si tu es pâtissier, tu te dis, bah, je suis pâtissier, je travaille dans un restaurant où c'est à cause de ma cuisine que les gars viennent, donc il n'y a pas de problème. Je suis payé à 1000 euros le mois et ça ne me suffit pas. Je pense que si je me lance à mon compte, je vais pouvoir facilement m'en sortir. À côté, tu as ta copine, mais tu as tes amis qui te disent, bah ouais, tu as raison, tu es pâtissier, donc va te lancer à ton compte. Donc là, alors que tu n'es qu'un technicien effectivement, tu ouvres ton petit espace, tu ouvres ton restaurant de pâtisserie, tu ouvres ton endroit de pâtisserie et tout. Et là, tu réalises que tu es très concentré sur la qualité de produit que tu délivres, ton service et tout. Mais tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire pour attirer des gens vers toi. Et ça, je pense que c'est le profil type de tous ceux qui se lancent dans les business. On est technicien, mais on ne sait pas se vendre et on ne sait pas manager. Donc, Marc, il expliquait qu'au fait, en ce moment précis, tu te rendras compte que ton patron d'avant, pendant que toi, tu t'occupais de la pâtisserie, lui devait s'investir dans la propriété des lieux, dans le management des ressources et aussi dans l'acquisition. Donc, il a expliqué d'autres types de personnalités comme là, il disait au fait que pour qu'un business puisse réussir, il faut des techniciens, il faut un manager, il faut un entrepreneur. Et il disait que le technicien est dans le passé. En gros, il va se dire, mais ok, le repas d'hier, est-ce que c'est cool? Est-ce que la vaisselle est ok? Est-ce que les lieux sont propres? Est-ce que tout ce qui s'est passé hier, est-ce que c'est cool? Et il va tout le temps chercher à réparer le passé. Le manager, lui, va être le présent. Il va être dans le présent, en gros. Comment est-ce que je vais manager mes ressources? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir réussir tel challenge, tel challenge, tel challenge? Et il y a l'entrepreneur qui est dans le futur qui dit, bah, ok, il y a tel gros concurrent américain qui vient sur notre marché. On va comment pour rapidement nous positionner avant lui. En gros, qui est dans le futur. Donc, au fait, il expliquait qu'au fait, que pour réussir un business, tu vas devoir te débrouiller pour avoir les trois profils en toi-même. Donc, être technicien. Donc, par exemple, si je reviens sur le cas des gars qui sont sur le web, si tu veux lancer un business de développement web, c'est que tu es déjà un peu développeur. Enfin, tu as une idée, pas forcément que tu codes, mais tu as quand même une idée au fait de tout ce qui est développement et tout. Second niveau, tu dois pouvoir manager les ressources que tu as à ton niveau, manager ton temps, te manager toi-même, manager tes clients. Et troisième niveau, il n'y a pas de business sans client. Donc, pouvoir te débrouiller pour faire de l'acquisition, être dans le long terme. Là, par exemple, moi, dans mes boîtes, on est là, mais au fait, ce qu'on va probablement mettre en place en 2025-2026, comment est-ce qu'on va pouvoir structurer les choses. Et j'ai une idée plus ou moins claire au fait de tout ça. Et donc, j'évite au maximum de me faire surprendre. Et même en SEO, j'essaie du mieux que possible d'être au courant des mises à jour qui viennent. S'il y a de grosses claques qui viennent, là, si je me prends de grosses claques, enfin, si je vois que j'ai des sites qui se prennent de grosses claques, je me dis que les clients aussi se sont pris de grosses claques. Donc, je sais comment rapidement adapter nos services. Et si je vois qu'il y a une offre qui est en train de venir, par exemple, il y a un an, on a lancé une offre de rédaction Discover. Google Discover, c'est quelque chose que très peu de personnes faisaient. Et quand on l'a lancé, il y avait le vrai besoin parce que moi, je faisais du Discover. Donc, il y avait que bah, là, les gars, ils ont un peu de contenu pour être réguliers. Donc, on a lancé l'offre. Ça a vraiment pris. On a lancé l'offre.
Et ça a vraiment pris, ça a été pendant longtemps notre produit le plus vendu chez Testforce. En gros, mais si je ne m'intéressais pas au fait à tout ce qui se fait dans l'écosystème, si moi-même je ne faisais pas du SEO, je n'éditais pas des sites, et si je ne discutais pas du make-up aussi avec des clients et avec des personnes, des partenaires et tout, je pense qu'on n'aurait jamais lancé ce service-là. Et on serait toujours là où on était. Donc, c'est un peu ce que j'ai retenu dans ce livre. C'est pratiquement l'un des rares livres, au fait, qui m'a le plus marqué. J'ai beaucoup lu. J'ai énormément lu. Aujourd'hui, je ne lis plus comme avant, je vais être sincère, mais j'écoute beaucoup de podcasts. Mais dans tout ce que j'ai lu, c'est le livre qui m'a le plus marqué. Oui, on sent que par rapport à ce que tu as expliqué, que du coup ce livre, ça a été un peu comme une Bible, et tu l'as suivi un petit peu en exemple. Juste avant de laisser la parole à Mehdi pour le défi, vous pouvez tenter de gagner 100 euros. C'est très simple. Il suffit de mettre en commentaire le chiffre 100. Le chiffre 100 en commentaire, et vous pourrez tenter de gagner 100 euros. Ouais, et le tirage au sort sera le 6 décembre. On le fera sur la chaîne, comme ça, pour pas qu'il y ait de douille et tout, qu'il n'y ait pas de trucage. Donc on fera ça le 6 décembre 2024. Oui, on pourra peut-être le faire en live, on Ouais, verra ou ça en plus live, tard. on verra, mais en tout cas, il y aura bien le tirage au sort le 6 décembre. Et donc, pour revenir au défi, là, imagine, tu as 100 euros, tu as 6 mois de marge, donc de quoi pour te payer la nourriture et un logement, et tu n'as aucune compétence, et tu peux pas te resservir de tes compétences actuelles. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est une grande question, hein. Et on suppose que j'ai un ordinateur. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, mais ouais, allez, on va dire que oui. Parce que quand même, on va pas non plus. Alors, s'il y a un ordinateur, il y a une connexion Internet, c'est que je peux parler de moi globalement. Le moyen le plus simple et le plus basique, c'est déjà de dire que je n'ai pas d'argent et j'ai 100 euros pour vivre. Et j'ai un ordinateur, il y a une connexion. Donc, je peux déjà poster sur Twitter, poster sur tous les réseaux sociaux. Je peux lancer un crowdfunding. Ça, c'est le mot. Ça, je rigole. Mais de façon pratique, il faudra qu'on réfléchisse à quel business développer le plus vite possible et délivrer au fait le plus rapidement de trucs là possible. Et il y a des business qui ne nécessitent pas beaucoup de compétences. Je pense que le moyen le plus simple ici, on a juste 100 euros, on n'a pas beaucoup de temps, je suppose, donc on ne peut pas dire qu'on ira faire de l'édition de sites, qu'on ira faire du dropshipping, et là-bas, il faudra tester plein de trucs avant de savoir ce qui marche. Donc, par contre, il y a déjà des choses qui marchent, et parmi ces choses qui marchent, il y a la prestation de services. Et si là, tout de suite, moi, je me retrouve dans ces conditions, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller vendre des services qui ne nécessitent pas de gros background technique parce qu'on suppose que je ne connais rien aujourd'hui. L'un de ces services, par exemple, le SAV, le service après-vente. Pour ça, il me faut juste un téléphone, une connexion Internet et je me débrouille. Je vends des offres très, très moins chères à plein de gars juste pour faire valider mon service et tout. Je me débrouille. Si je veux 10 personnes, je vais prospecter 100 personnes, mais 200 personnes. Et je me débrouille tous les jours, toutes les minutes, j'envoie un message à un e-commerçant sur Twitter. Après, bon, ça suppose qu'il faut que je connaisse, hein, qu'il faut que je sache comment prospecter, tout ça. Mais bon, avec ChatGPT et tout, ça doit pas être le plus dur aujourd'hui. Donc, je prospecte, je prospecte minimum 100 personnes par jour, en espérant qu'une personne me réponde. Et si une personne me répond, je me débrouille pour closer la personne, mais pour faire tester mes compétences à la personne. Et je pense que dans ces conditions, même si je parviens, si je prospecte 100 personnes par jour, et donc, à la fin de la semaine, j'en ai prospecté 500. Donc, sur 500 personnes, quand même, je pense qu'il faut être très mauvais pour qu'une prospection manuelle, pour que minimum 5 à 10 personnes me répondent, pas dans ces cas. Donc, là, si 5 à 10 personnes me répondent, je vais supposer que peut-être seulement 2 personnes vont me garder. Si ces 2 personnes me gardent, et je peux voir le marché du SAV, je vois ce que ça coûte de faire du SAV le mois. Si je vois que ça coûte quelque chose de 1000 balles, moi je dis, bah ok, moi je suis disponible là tout de suite. Je te propose un truc genre 400 balles, mais 500 balles, mais si tu veux 600 balles, et je te fais la même chose, mais je serai plus disponible que toute la concurrence, que tout le reste. Du coup, je me débrouille pour me rendre intéressant pour lui, il me prend. Du coup, là, s'il y a 2 personnes qui me prennent pour le mois, et ça me fait déjà 1200 euros, c'est déjà mieux que rien. Je peux reprendre ces sous-là, les réinvestir dans d'autres choses. Donc, en tout cas, en fait, si je me retrouve dans une situation de crise extrême, ce que j'évite, enfin, je pense pas que ça puisse arriver quand même. Mais quand même, si ça arrive, c'est ce que je ferais. Top, merci en tout cas pour ta réponse, elle était vraiment excellente. Ouais, je pense que rapidement, on peut se dire, je vais faire du dropshipping, de l'affiliation, tout ça, mais en vrai, c'est des conneries parce que tu sais pas ce qui marche, tu sais pas le produit qui va marcher, et tu vas plutôt claquer tes 100 euros dans du tout et rien et tout. Tu vas simplement Non, mais revenir à la case départ. t'as donné quelque chose que tout le monde peut appliquer. Voilà, un mec qui est un peu en galère ou qui a envie de faire de l'argent, demain il fait ça, dans une semaine il a son premier client s'il charbonne bien. Bon, on va arriver sur la partie un peu plus personnelle. C'est quoi ta routine et ton lieu de travail? Ok. Ma routine, c'est que je me réveille le plus tôt possible, like 6 à 7 heures. 6 à 7 heures, je vais méditer un peu, en gros, essayer de me ressourcer personnellement. Après, je vais faire du sport.
j'ai une petite cour chez moi. Et chez moi, bon, là, je vis dans une maison personnelle et tout. Après, c'est ce qui est plus simple quand tu es au Bénin, quand tu as cette facilité-là de prendre une maison personnelle. Ce qui ne doit pas être facile en France, hein, j'imagine tout ce qu'il y a avec et tout. Donc là, j'ai une petite cour où je peux faire du sport. Je fais du kung fu. Je fais de la martiale. Donc, je fais du kung fu. Donc, je fais des tableaux, faire des petits entraînements juste pour me tirer. Après, bon, ça suppose que je me suis dit à la vie, en temps tout ce qui va avec et tout. Donc, à 8 heures, globalement, 8h30, 9h au plus, je commence la journée. Où est-ce que je travaille? On a des bureaux à Cotonou. On en a à Abidjan. Abidjan, c'est une ville qui est en Côte d'Ivoire. Et globalement, c'est ça. Ce sont nos deux principaux bureaux. Après, là, avec les gars, on est en train de monter quelque chose aussi à Nantes. Donc, un espace physique à Nantes et tout. Donc, je travaille soit au bureau, soit à la maison. Là, tout de suite, je suis à la maison. Et c'est tout. Mais si je ne suis pas au pays, si je suis en train de bouger, je peux être dans un restaurant, peu importe où je suis. Il me faut juste un PC. Et donc, là, concrètement, en termes de routine, c'est que je commence souvent la journée par dire un brainstorming de tout ce qui se passe au niveau de Test Force, mais de PBN Force. Et déjà, la veille, tous les leads, on a des systèmes de leads. C'est la seule manière pour moi de pouvoir gérer du volume, sinon je ne peux jamais connaître tous les gars avec qui je travaille. Donc, les leads, déjà, chaque soir avant de se coucher, ils font un daily report de ce qui s'est passé dans leur équipe. Donc là, le lendemain, moi, très tôt à la première, je vois concrètement qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui cloche pas. Est-ce qu'on a un client qu'on doit livrer, qu'on n'a pas livré? Est-ce qu'il y a un problème sur lequel je dois intervenir? Et après, courant 10h, 11h, on peut faire des calls avec les leads, mais avec certains gars de l'équipe, juste pour savoir s'il y a un truc que je peux apporter. Toute ma journée, très souvent, c'est du call. Hein. C'est du call et puis des stratégies. Je fais des calls tout le temps. Et des calls avec des clients parce qu'on a des calendriers qui sont en ligne. Et je tiens à ce que ce soit moi-même qui les réponde parce que ça fait quand même quelque chose, le gars, de voir qu'en fait, le gars même qui a mis son truc en place et qui vient leur répondre. Donc, que ce soit sur Twitter, dans le live chat ou bien dans le truc là, c'est moi-même qui gère les clients. Peu importe le nombre qui sont, je me débrouille, c'est moi-même qui les gère. Au pire des cas, si je ne suis pas disponible, je mets un autre gars, mais en fait, 90% des cas, c'est moi-même qui répond aux gens et tout. Après, ça va être ça, travailler un peu, poster sur Twitter ici et là, continuer à travailler un peu sur les sites des clients. Après, j'ai une autre équipe, en fait, j'ai une équipe où on fait des tests, donc Test Force, une équipe où on fait des PBN, une équipe où on fait du design sur mesure. Donc, on fait du Figma qu'on convertit avec Elementor ou qu'on convertit avec du code. Et j'ai une autre équipe où on fait du full stack. Donc, on prend un design qu'on convertit en application ou bien en truc là, en site web. Donc, c'est avec cette même équipe-là que je développe des SaaS. Donc, on va dire, il y a toujours un truc à faire. Toujours un gars qui a besoin d'explications sur un projet. Toujours un client qui veut savoir pourquoi ce facture n'est pas venu, mais pour savoir pourquoi il doit prendre cette offre au lieu de cette offre-là. Donc, globalement, mon quotidien, ça va être ça. Donc, à midi, non, à 13h, je prends une pause. Bon, ça suppose, bon, dans la matinée, j'allume souvent des podcasts. Dès que je me mets au travail, j'allume des podcasts. Ça va être n'importe quoi, hein. Tout ce que je vous ai cité, ça va être les Wiza, ça va être Paul, ça va être MVP de Paul, mais ça va être vous. Vous, je vous écoute très souvent. Ça va être vous, ou ça va être, bref, je vais vous faire sur YouTube. J'ai connecté YouTube à l'écran là, du coup, à la télé, donc je vois maintenant qu'est-ce qui est cool sur la page d'accueil. Et je lance ce podcast. Donc à midi, je peux prendre une petite pause déjeuner, et j'ai de quoi manger. Je prends je déjeune, je fais une petite sieste. Avant, je ne faisais pas de sieste, mais j'ai vu qu'au fait, c'est très utile et c'est très pertinent. Enfin, quand tu veux vraiment être efficace et tout. Donc, je fais une sieste, je prends un bain, je me réveille et puis là, à 15h, j'ai aussi encore du travail. Je travaille jusqu'à courant 17-18 heures. Je peux me lever, je vais marcher. Je marche dans la vie. La plage n'est pas loin de moi. Donc, je vais à la plage où je me promène avec ma copine, mais avec des amis et tout. Après, en soirée, je reviens, après, je continue le travail. Donc, globalement, je me lève à 6 à 7 heures. Je me couche à 2 heures, 1 à 2 heures. Enfin, j'ai fait l'effort de me coucher à 0 heure, mais j'y arrive très rarement. Donc, très souvent, de façon honnête, 1 à 2 heures, et bien, parfois au-delà. Et maintenant, quand je suis fatigué, je ne force pas les choses. Avant, je me mettais beaucoup de pression. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me mets le moins de pression possible. Sans être égoïste, j'essaie de vraiment écouter mon corps, écouter mon cerveau. Si je suis épuisé, enfin, j'essaie de ne plus forcément... parce que j'ai longtemps été dans du work hard. Par le passé, je travaillais 18 à 20 heures par jour. Bah, quand je dis pas le passé, c'est qu'il y a quelques mois, quelques années, je travaillais 18 à 20 heures par jour. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis trop jeune, je me tue juste et en vrai, ça n'ira nulle part en fait. Il va juste créer de la valeur, créer de la richesse, de l'emploi, comme je le dis, mais et moi dans tout ça. Donc maintenant, j'essaie d'avoir, enfin d'être discipliné, mais d'avoir quand même du temps pour moi, sortir,
aller faire des activités extra web, extra PC, tout ça. Et puis, puisque je fais de la musique, je joue de la guitare, je fais du kung fu. Donc, en week-end, je suis au dojo. Et j'ai cette petite passion-là qui me permet de déconnecter facilement quand je le veux. Si tu avais un capital illimité, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu créerais comme entreprise? Ok, si j'avais un capital illimité, vraiment illimité, c'est que moi, je vais tester plein de choses. Et en fait, je suis plus dans ma tête, c'est quoi? Si tu veux une chose, il faut en tester 10. Enfin, si tu veux une chose qui marche, il faut en tester 10. Donc là, tout de suite, j'ai plein d'idées dans lesquelles je pourrais investir. Et c'est surtout des idées de SaaS. C'est des idées de SaaS où il faut le moins de personnes qui vont intervenir, donc le moins d'hommes possible, mais le moins de personnes à qui je dois délivrer ce service-là. Donc, qu'est-ce que je ferais concrètement? Dans tout, je m'excuse. Donc, qu'est-ce que je ferais concrètement? Dans toutes mes idées, je vais mettre sur papier concrètement les trucs les plus viables. Donc, identifier les niches les plus simples sur lesquelles je peux partir. Ça va être par exemple du SEO, ça va être de l'e-commerce. Pas que je vais faire de l'e-commerce, mais en gros, moi, je vais développer un outil pour les e-commerçants. Ça va être du WordPress, ça va être de l'IA, ça va être en gros des niches spécifiques. Donc, une fois que j'identifie au fait la niche qui m'a l'air la plus rentable au fait de maintenant jusqu'à peut-être 5 ans et tout, actuellement, on a l'IA qui est très en vogue. L'IA, c'est globalement rentable, mais c'est pas si facile que ça. Ce que je pourrais faire, c'est essayer de prendre le temps d'identifier les vrais problèmes des gars qui sont dans ce secteur-là. Donc, identifier les problèmes les plus récurrents, en fait. Parce que pour moi, excuse-moi, je sais que je te donne du travail pour l'édition, mais excuse-moi. Donc, je reprends. Donc, alors, pour moi, en fait, un produit qui va réussir, c'est un produit qui résout un vrai problème. Un produit où le besoin est récurrent. Pas un produit où on va acheter une fois et après on disparaît. Et un produit qui apporte une vraie valeur. En gros, un produit où, en fait, pour moi, aujourd'hui, je dis à mes équipes, je ne veux plus lancer des produits qui sont utiles ou qui sont importants. Non. Je veux lancer des produits indispensables. Des produits qu'on achète sans chercher à savoir qui est derrière. Des produits qu'on achète même quand on n'est pas d'accord avec moi. Des produits qu'on achète même quand on me déteste. Ou bien même qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Donc, je me dis, en fait, ça, c'est des produits qui sont indispensables. Je pense, si ChatGPT était le seul à être sur le marché, ChatGPT, c'est indispensable. Donc, c'est un produit qui gagne. Et il y a plein de trucs, en fait, qui sont indispensables. Mais bon, quand un truc est indispensable, rapidement, il y a des concurrents qui naissent. Donc, là, tout de suite, pour revenir à la question, si j'ai un budget illimité, je recherche une niche sur laquelle j'ai une possibilité, au fait, de pouvoir m'étendre. Maintenant, pour pouvoir m'étendre, soit j'ai une communauté, soit j'ai une audience dans la niche, ou soit je m'associe à des gars qui ont une audience. Donc, il y a de l'e-commerce, il y a les influenceurs e-commerce, et il y en a plein qui sont là. Je m'assure que j'ai trouvé un gars qui a des valeurs qui sont plus ou moins proches avec les miennes et tout. Et après, c'est tout. J'investis dans le développement. Après, moi, c'est même plus simple pour investir dans le développement parce que moi, j'ai les ressources. On a des devs qui sont dingues, qui sont très dangereux en termes de développement et tout. On a des gars qui font de la maquette. Donc, notre process, quand on a une idée, il y a le plus important, c'est de lancer l'idée le plus vite possible. Il ne s'agit pas d'avoir l'application la plus aboutie, même si on a la capacité de développer l'application, mais le plugin, mais peu importe, développer le produit le plus abouti. On met une feature, pas plein de features. Une feature principale. La feature, la fonctionnalité qui résout en fait, le besoin qu'on veut résoudre, le besoin le plus urgent pour nous. On développe donc, nous, en quelques jours, en fait, on a mis en place cette application techniquement. Le reste, je peux faire du building public. En fait, je pense que si j'ai vraiment la capacité, je vais vraiment me comporter comme un media hacker. Je fais du building public, je m'approche de la cible, je vais me dérouler, je voyagerai énormément, je vais voyager sans limite. Actuellement, je fais juste like 2 mois. Si j'ai cette capacité-là, je peux voyager chaque 2 semaines, mais chaque mois, il n'y a pas de problème. Tant que je suis en bonne santé, tant que je peux visiter, en fait. Là, moi, un objectif très personnel pour moi-même, c'est de visiter tous les pays du monde entier. Et ça, le faire avant un certain âge, et je ne vais pas attendre d'être vieux avant de prendre ma valise. Donc, je veux le faire en fait, au plus vite possible. Donc, si moi j'ai les moyens, je voyagerai beaucoup parce que je pense que rencontrer des gens, c'est la meilleure manière d'apprendre. Chaque personne que tu rencontres, c'est une histoire sacrée. Et la personne te raconte son histoire, comment est-ce que la personne a réussi et comment est-ce que la personne a échoué. Et je pense que, dernièrement, je me suis rendu compte que très probablement, on ne vivra peut-être pas très longtemps. Ce qui est sûr, nous ne ferons pas 200 ans, mais nous pouvons vivre profondément. Donc, pour vivre profondément, moi, j'ai dit, OK, je vais à la rencontre des gars, je vois leurs propres expériences, je vois ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. Très souvent, c'est des gars qui ont réussi et c'est des gars qui ont échoué. Et puisqu'on ne peut pas vivre longtemps, on n'a pas le temps de faire toutes les erreurs. Donc, moi, j'apprends des autres. J'apprends énormément des gars qui m'entourent. Et j'essaie d'être le moins égoïste, le moins fermé possible. J'essaie de voir concrètement ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc, je voyage, je vais à la rencontre des gens, je vais à la rencontre des peuples. J'essaie d'être le plus sympa possible. Je pourrais ne pas apporter de l'argent à tout le monde, mais quand même, je vais me rendre utile d'une manière ou d'une autre. Et moi, personnellement, j'ai aucun mal à me retrouver au champ
J'ai aucun mal à faire des activités qui sont très bizarres. Tu peux devenir serveur dans un pays, pas parce que je veux gagner de l'argent, mais je veux faire cette expérience-là. C'est des trucs que j'ai déjà fait, en fait. Un week-end, me lever et aller dans un restaurant, enfin, restaurant d'un ami, il dit, bah, ok, je vais servir dans ton restaurant. Pas forcément parce que j'ai besoin de cet argent, déjà, j'en ai pas besoin en vrai, mais c'est juste pour faire cette expérience, voir comment est-ce que les gars traitent un serveur ou même quelqu'un que les gars pourraient me traiter s'ils me retrouvent au bureau, s'ils me retrouvent à la banque, ou comment est-ce qu'ils peuvent maintenant me traiter s'ils me retrouvent dans une position de serveur. Donc, à pouvoir enrichir au fait mes expériences humaines s'il y a un budget illimité par le voyage, tout ce qui va avec, et pouvoir investir dans de vrais outils. Maintenant, ce que je ne vais surtout pas faire, c'est d'investir. À part le côté personnel, je vais par exemple voyager. Si à côté business, je ne vais pas me mettre par exemple à investir dans des trucs qui me plaisent parce que c'est pas moi le client. Je vais surtout me concentrer. En tout cas, aujourd'hui, avec toutes mes expériences, je ne peux plus me permettre d'investir au fait dans des produits qui me plaisent. Mais je vais plutôt investir dans des produits qui vont résoudre de vrais problèmes. Et comme je l'ai dit, des produits qui sont indispensables, pas des produits qui sont importants. Et un truc que j'essaie de combattre tous les jours, c'est des gadgets. Parce qu'il y a de ces produits, de ces services qui sont très beaux, mais qui sont des gadgets. On en a lancé plein. J'ai lancé trop de gadgets dans ma vie. J'ai lancé trop de produits qui sont waouh techniquement, mais qui n'ont jamais été utilisés par personne, à part nous-mêmes. Donc, s'il y a un budget illimité, c'est vraiment au fait de pouvoir dénicher des produits qui sont indispensables et les lancer sans mes papiers, bien sûr. Je vais en lancer sans avoir peur d'échouer parce que de toute façon, j'ai un budget illimité, donc je me lance, j'ai pas peur d'échouer. Si j'échoue, c'est que j'ai appris. Je sais au moins que ce produit-là, il est invalide. Je vais en lancer d'autres, ou j'en lance plusieurs, et j'ai plein d'équipes, donc j'en lance plusieurs, et puis c'est tout. Forcément, il y a un qui finira par marcher. Et très souvent, celui qui finira par marcher va me permettre de rentrer dans les fonds que j'ai investis, que ce soit pour mes voyages, mais que ce soit pour le produit et tout ça. La vie sera belle. En tout cas, c'est une réponse d'entrepreneur parce que je pense que quelqu'un qui est pas vraiment entrepreneur dans l'âme, il aurait dit bah vas-y, moi j'arrête et, et je fais rien et je kiffe la vie. Toi. Bon, moi, je me dis que l'argent ne sert à rien. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi, je me lève pas à 6 heures ou à 7 heures pour aller chercher de l'argent. Donc, moi, je pense que l'argent ne sert à rien parce que j'ai vécu des expériences personnelles qui m'ont rappelé qu'au fait, l'argent ne sert à rien. Chaque fois que nous nous levons, il y a toujours une possibilité, une probabilité du chaos. Nous pouvons disparaître à tout moment pour des raisons sordides et inutiles. Toutes choses pourraient nous faire partie. Et donc, dans cette condition, est-ce que ton argent peut te servir à quelque chose? Rien du tout. Donc, moi, ce que je me dis, l'argent est utile, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vis. Donc, même si là tout de suite, au fait, j'ai plutôt atteint un petit niveau où, en gros, peu importe ce que j'ai, que ma poche soit vide ou qu'elle soit remplie, ça n'influence pas mon humeur. Ça n'influence pas mes décisions. Enfin, ça peut influencer mes décisions, mais en gros, ça ne va pas me rendre malheureux, mais le plus heureux possible. Donc, que j'ai un budget illimité, donc que je gagne 100 000 € par mois, mes objectifs, hein, bien sûr, ça c'est un objectif sur 2 à 3 ans. Enfin, quand même sur la durée, c'est un objectif pour atteindre le palier des 50 100 000 et tout. Maintenant, ou que je gagne juste 100 € par mois, honnêtement, tant que moi j'ai à manger, tant que je sais où dormir, tant que je ne suis pas SDF, et tant que fait, j'ai les moyens de m'offrir, de nourrir mes petites passions, en fait, je m'en fous en vrai. Je ne cherche pas à être le plus riche, et si éventuellement je deviens le plus riche, la dernière fois j'ai lu l'histoire de Jeff Bezos, enfin, son dernier discours, et tout ce que le gars dit, c'est il se rend compte au fait, du fait qu'il a vraiment conquis le monde. Il a fait plein de trucs. Il a été l'homme le plus puissant du monde à un moment donné, mais qu'au fait, il s'est longtemps tué et qu'il s'est rarement concentré sur les choses les plus importantes pour lui. En gros, sa famille, lui-même, et puis se rendre utile pour les gens personnellement. Moi, je veux pouvoir en fait, me rendre utile pour les gens, me rendre utile pour moi-même. Donc, l'argent, ça va être un moyen d'atteindre cet objectif-là. Mais ce n'est pas typiquement ma raison de vivre. Donc, que j'ai un budget illimité ou pas, je ne vais pas changer. Maintenant, si éventuellement j'ai un budget illimité, ça risque de permettre au fait de pouvoir améliorer mes process, d'atteindre plus rapidement mes objectifs. Mais c'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais dire non, je cesse tout. Parce que de toute façon, si on cesse tout, on fera quoi? Le jour où je vais tout arrêter, et si j'arrête tout ce que je fais quoi? Je vais devenir oisif et je vais devenir de n'importe quoi dans la société, en fait. Donc, je pense qu'en fait, ce que moi j'essaie de faire, c'est de ne pas subir le SEO, de ne pas subir le travail qu'on fait. Donc, d'essayer de kiffer vraiment, quoi. Kiffer au vrai sens. Là, par exemple, ce petit appel que je fais avec vous, c'est que c'est quelque chose que je kiffe parce que je sais que demain, on n'aura pas cet appel. Et hier, on ne l'a pas eu. Donc, aujourd'hui, c'est le seul jour où peut-être on aura cet appel-là. Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres. Tout compte fait, à ce moment précis, c'est ce qui compte pour moi. Donc, j'essaie de kiffer. Donc, l'argent ne va pas m'empêcher de kiffer parce que de toute façon, je me mets une réflexion. Je dis, mais des gars comme Elon Musk, tous les gars qui sont pleins de blé et tout, bah, comment est-ce qu'ils vivent? Ils vivent comme nous. Peut-être avec des moyens plus optimisés, mais ils vivent comme nous. Tu vas manger combien si tu pars au resto? Tu vas dormir où? En fait, peu importe ta richesse, tu vas manger combien? Il y a pas, en fait. Du coup, tu peux te rendre utile autrement. Donc, moi, en fait, peu importe le budget que j'ai, il y a des trucs, par exemple, que ce soit chez Test Force ou bien que ce soit chez PBN Force, on a une habitude où, en gros, chaque mois, on nourrit des enfants de rue.
chaque mois, on débloque une partie de notre capital et on part donner à manger aux enfants de rue. Les enfants de rue, c'est des gars qui n'ont personne, c'est des orphelins, c'est des gars qui ont suivi plein de trucs et tout. Quand tu vas voir ces gars-là, tu te rends compte en fait, de combien est-ce que tu es chanceux d'avoir le pain quotidien. De combien est-ce que tu es chanceux d'avoir un toit sur lequel vivre. Et moi, c'est des petits trucs qui ont l'air de rien, c'est des petits moments qui sont très chers pour moi parce que c'est là que tu te sens vraiment, vraiment utile. Donc, que j'ai un budget illimité ou pas, moi, ça va pas changer grand-chose. Bien sûr, ça va me permettre d'avoir une vie plus optimisée et tout, peut-être plus épanouie, je sais pas, mais c'est pas ce qui va faire que je vais disparaître. Parce que ce que je fais, je ne le fais pas parce que j'ai pas le choix, mais je ne le fais pas parce que je dois survivre, non. Pour moi, le travail, c'est pas si un supplice, c'est pas un si grand supplice que ça. Donc, ça va pas changer grand-chose. Après, c'est peut-être parce que je l'ai pas que je réfléchis comme ça, hein. On attend de l'avoir pour voir, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est tout à ton honneur, du coup, ouais, de réagir comme ça. C'est très honorable. Justement, tu parlais un peu d'argent. Tu as généré combien le mois dernier? Le mois dernier, bon, il y a ce que moi j'ai généré, ce que mes équipes auraient généré. Mais globalement, au fait, personnellement, je tournerai autour de 10, de 10 000, quelque chose du genre, personnellement. Mais ça, c'est plus parce que ça dépend, hein, c'est pas, ce n'est jamais, c'est pas fixe. Mais globalement, je pourrais être entre 5 et 10 par mois, globalement. Maintenant, ça peut énormément varier parce que le truc est que on fait tous du SEO. Le SEO, aujourd'hui, tu es riche, demain, tu es pauvre. En gros, aujourd'hui, tu as un site qui est dans le top 3. Demain, Google a giflé, il est devenu dans le top 30. Du coup, ça peut rapidement varier. Mais globalement, c'est un peu ça. Maintenant, du côté des équipes chez PBN Force, chez Test Force, un truc que j'ai jamais dit, par exemple, au niveau de PBN Force, moi, je ne communique pas autour de nos chiffres, mais on fait globalement de beaux chiffres. On fait de beaux chiffres. Bien sûr, les beaux chiffres, c'est investi dans les équipes, hein. Ce n'est pas dans ma poche, mais quand même, Oui, bien ça fait sûr. quand même de beaux chiffres. Bah, félicitations en tout cas Ouais, merci pour beaucoup. ces beaux résultats. Merci à toi pour toutes ces réponses, Lars, et ton histoire. On va passer à la fin, justement, comment les gens peuvent te suivre. Sur Twitter, tonton Jars, comme il a mis dans la vidéo. Sur YouTube, tonton Jars. Et par mail, tontonjars@gmail.com ou hello@tontonjars.com. Sur Internet, Tonton Jazz. Mon site Internet, c'est tontonjazz.com. En gros, Tonton Jazz, c'est ce que j'ai gardé depuis le début. Donc, peu importe si vous cherchez Tonton Jazz. Même sur ChatGPT, Tonton Jazz. Donc, peu importe. Ok. Bon, vous avez compris, vous trouverez en tapant Tonton Jars sur Google alors. Est-ce que tu aurais une personne ou plusieurs personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? Une personne à vous recommander. Ouais, il y a un gars que je kiffe beaucoup, enfin, que j'apprécie beaucoup, mais qui parle très peu de lui. C'est Kevin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il arrive jamais à appeler son nom de famille, mais Kevin Begirac ou quelque chose du genre. Il s'appelle K-Graphis sur Twitter. Kevin, c'est un dingue. Il dort jamais, lui. Il développe toujours plein de trucs, mais il n'a presque jamais le temps, en fait, de très bien en parler. Et humainement parlant, c'est un gars qui est très posé dans la tête. Et il n'a pas énormément de visibilité, mais en fait, c'est un bon gars. Alors, si vous pouvez l'inviter, je ne sais pas s'il m'écoute, mais en gros, salut Kevin. Et je pense qu'il pourrait être un très bon invité, juste pour partager ses skills techniques. Il est 10 fois plus technique que moi. C'est un gars qui développe plein de trucs. Et par exemple, il m'a dépanné à trop de reprises, au fait. Lorsque il s'agit d'indexer, par exemple, des milliers de pages, c'est à Kevin qu'il faut faire appel. Des trucs qui sont compliqués, c'est à lui qu'il faut faire appel. Donc, c'est un bon gars. Ok, bah, pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, ou même toi, Jars, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires s'il a une chaîne YouTube, etc. Du coup, on arrive vraiment à la fin, et le plus important, même pour ceux, du coup, qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as un petit message à leur passer? Ouais. Bon, le petit message que j'aurais, c'est de ne pas se concentrer sur eux au début, mais de se débrouiller pour se concentrer sur le client. Parce qu'il y a une chose que je m'avais dit à toutes mes équipes, c'est pas vous qui sortez l'argent. Et c'est pas parce que ça, un truc te plaît, un truc te kiffe. Il s'agit pas de ce que tu kiffes. Je suis un peu contre le discours de fais ce que tu aimes. En fait, on n'est pas sur Internet. Enfin, on ne fait pas du business pour faire ce qu'on aime typiquement. Tu peux avoir des valeurs auxquelles tu as tenu, mais en gros, de façon plus concrète, essaye d'identifier des problèmes réels. Donc, pas leurs problèmes. C'est pas parce que tu as envie de prendre du café que ton client a besoin de prendre du café. Donc, il faut te débrouiller pour identifier les vrais problèmes que les clients ont. Après, de les résoudre du mieux que possible. Ne pas se concentrer. Enfin, l'argent, oui, mais en fait, pas 10% focus sur l'argent, mais résoudre de vrais problèmes. Parce que quand tu résous de vrais problèmes, tu finis forcément pas de gratifier. Une erreur que tout le monde fait au début, que moi, j'ai eu à faire, c'est de vouloir se lancer partout et nulle part. Tu es partout et au finish, tu n'es nulle part. Et tu résous des problèmes parce que tu es excité. En fait, tu résous des problèmes que toi-même tu as. Mais en fait, ce n'est pas les problèmes de ton client. Donc, se concentrer sur le client, mettre le client au cœur du business, c'est toujours gratifiant. C'est quelque chose que j'ai appris de la part de plein de personnes comme Mohamed de Linkuma. Je pense que Mehdi le connaît. Mohamed, Ah ben, on le connaît, oui. Ouais, on le connaît voilà. bah, tous les deux. Voilà. Mohamed, c'est un gars très très sympa.
un gars qui est très sympa, en fait. Humainement parlant, très sympa et très à l'écoute. Bref, c'est un bon gars. Merci à toi, Jars, Non, pour c'est toutes ces moi qui vous réponses. remercie, les gars. C'était très sympa de Merci pour ton discuter temps. avec Merci, vous. hein. Ouais. Retrouvez-nous simplement sur YouTube. Likez, commentez, abonnez-vous, c'est hyper important pour nous. Sachez qu'on répond à tous les commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, Amazon Music et même Deezer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous écouter aussi sur ces plateformes. Ça nous fait énormément plaisir. Rendez-vous vendredi prochain.